Bonsoir, merci d'être là. Au nom de Madison Cox et de la Fondation Jardin Majorel, on est très heureux de vous avoir et d'avoir le Macal avec nous. Comme vous le savez, nous avons une programmation culturelle qui essaie d'être la plus dense possible et nous essayons surtout de créer des liens avec Marrakech et les Marrakechis et avec les autres institutions qui ont le même objectif que nous. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, dans le prolongement d'une opération qu'on a commencée il y a quelques mois avec le prêt d'objets qui sont présentés à Londres pour l'exposition de Mohamed Mlihi et qui se poursuivent avec l'exposition de Jacques Azéma que vous avez pu voir dans l'enceinte du musée. Donc nous avons le plaisir de poursuivre cette conversation avec un projet qui est à son début, on va dire, puisque, comme vous allez le découvrir, c'est une nouvelle discussion, une nouvelle page en tout cas de cette discussion qui s'ouvre. Donc merci d'être là et merci aussi de nous soutenir. Et je passe la parole à Janine du Macal. Merci Janine. Merci Saad. Bonsoir à tous et merci d'avoir fait le déplacement ce soir et nous sommes ravis d'organiser cette rencontre dans le cadre de nos deux expositions, donc l'exposition du musée, l'exposition Jacques Azéma et l'exposition New Wave actuellement exposée au Macal et commissariée par Morad Montazami. Nous sommes très heureux d'avoir nos trois protagonistes ce soir et je ne vais pas vous garder longtemps. Donc je remercie le musée Yves Saint-Laurent et la Fondation d'avoir accepté ce partenariat et j'espère qu'on aura l'occasion d'organiser plus de rencontres de ce genre. Merci. Bonsoir encore, bonsoir et merci encore Janine et le Macal. Et merci aux intervenants de cette venue et d'être là ici. Je dois profiter aussi pour remercier, effectivement, même formellement, Monsieur Belflint d'être ici, puisque c'est un acteur justement de cette époque qu'on va vivre ici. Et c'est toujours avec émotion qu'on peut compter avec sa présence. Mon rôle à moi sera d'être entre guillemets modérateur, surtout dans la dernière partie. Je vais peut-être brièvement signaler qu'il y aura 3 interventions et il y aura une projection. Et peut-être que pour que tout soit mieux géré pour tout le monde, si on a un débat et si on a la possibilité d'avoir des échanges, on va le savoir après la projection, de manière à ce que chacun se sente libre peut-être effectivement de gérer ses émotions. En parlant d'émotions, c'est très émouvant, effectivement, de réactiver, je crois que c'est le terme le plus exact dans ce contexte, de réactiver cette période si importante pour l'art au Maroc, pour l'histoire récente qui ne concerne pas seulement l'art, mais les idées et la société. Et j'avais quelques remarques préliminaires qui sont bien sûr conditionnées du fait même que la présence de Belflint impose un peu plus à mes propos. Première chose à remarquer, comme l'a bien mentionné M. Sattassi, nous avons participé dès le départ, grâce à Sanal Youssi, dans cette collaboration, dans cette exposition de New Wave, en prêtant à notre tour les objets donnés par M. Belflint. Et donc, dans ce sens-là, cette exposition New Wave, on était déjà dans la vague. Mais ce qui s'est passé, et c'est une coïncidence de beaucoup d'éléments, c'est que Monsieur Björn Dahlström, qui n'est plus le directeur du musée Saint-Laurent, mais qui est vraiment quelqu'un qui a parfaitement compris le sens de ça, quand il a proposé Jacques Azéma, lui-même n'était pas conscient à quel point Jacques Azéma avait une connexion évidente avec Mohamed Belkhi. Personne ne doit cacher ça, c'était quelque chose que nous avons appris en fait au fur et à mesure. Madame Jacolette a tout de suite voulu aussi collaborer dans cet aspect, mais c'était justement, et c'est peut-être intéressant pour elle, pas un aspect prioritaire, et c'est pour ça que justement on n'en parlait pas dans ces premières réunions préparatoires sur Jacques Azéma, la question de l'école de Beaux-Arts de Casablanca. Il nous est arrivé, on va dire, à mi-chemin. Alors voilà, c'est très émouvant parce que du coup, on a tous les éléments qui sont là. Il y a peut-être encore à mentionner Farid Belkahia, que vous allez encore en parler. Farid Belkahia qui
avec Jacques Assema sont les parrains de Mohamed Ben Allal, un peintre marocain naïf qui a son propre parcours. Et donc cette amitié de Farid Belkahia et de Jacques Assema avant leur arrivée à l'école de Beaux-Arts de Casablanca explique aussi encore une autre dimension très épique, j'aime bien cet adjectif d'épique, du projet belkahien, de compter avec lui, mais compter aussi avec l'autre, et quelque chose de finalement très équilibré. Et si je pourrais me permettre presque, voilà, le point qu'on aura peut-être à la fin de la discussion, le temps de revenir là-dessus, cette idée de dichotomie pressante et de débats pressants au sein de l'école de Beaux-Arts de Casablanca. Mais on a 3 très belles interventions devant nous pour développer ça. Je te donne la parole à toi d'abord, ou comment ça se passe? Donc Mourad Montassami, on a déjà été présenté, donc bienvenue encore. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes les introductions qui ont été faites, et évidemment au musée Yves Saint-Laurent, Fondation Jardin Majorelle, de nous accueillir, et aussi au Macal et à toute son équipe, en rapport donc avec l'exposition dont vous avez entendu parler de... Ah, et peut-être se rapprocher ou... Non, c'est pas... Non, peut-être que si on monte le volume, Amine, est-ce que tu m'entends? Peut-être qu'on peut tout simplement monter le volume des micros. D'accord, ok. C'est un peu mieux, Berthe? C'est un peu mieux comme ça, si je parle très fort? Comme ça? Très fort. Super. Magnifique. Et donc, effectivement, je vais simplement rebondir un petit peu sur ce que disait Juan par rapport à cette concomitance entre l'exposition de Mohamed Melehi et les archives de l'école de Casa au Macal, d'un côté, et l'exposition Jacques Azéma ici sur les murs du musée Yves Saint-Laurent, puisque ça n'était pas concerté, et c'est finalement un hasard presque objectif que exactement au même moment où, avec le Macal et avec donc Mosaic Rooms à Londres, nous étions en train de faire un travail historiographique et d'exhumer une part d'histoire encore trop sombre sur l'école de Casa, notamment les professeurs arrivés à partir du milieu des années 60, hein, comme Mohamed Melehi et Mohamed Cheba, qui sont amenés notamment par Farid Belkahia, et effectivement d'autres professeurs de l'école de Casablanca qui ne sont pas traités dans l'exposition du Macal, comme Jacques Azéma, donc qui était davantage des artistes et professeurs français, avec une formation a priori plus académique que celle des premiers, ou en tout cas des plus fameux professeurs marocains qui étaient Melehi et Cheba notamment. Et donc finalement, je pense que les deux expositions font plus que se compléter, puisque encore une fois, elles donnent un petit peu les deux éclairages nécessaires, à la fois pour comprendre la genèse du corps professoral de l'école de Casablanca, notamment avec des professeurs français, mais qui étaient tout à fait intégrés, en tout cas dans une certaine mesure, à la société marocaine. Et puis les premiers professeurs, je ne sais pas si c'était les premiers professeurs, mais en tout cas les professeurs marocains les plus fameux qui sont arrivés à peine quelques années plus tard. Donc c'est vraiment une expérience plus qu'intéressante de naviguer entre les deux expositions, et évidemment on vous y invite chaleureusement. Donc pour la séance d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de convier mes deux collègues, Fatima Zahra Lakrissa, qui est commissaire d'exposition indépendante, à qui on doit plusieurs projets d'exposition, notamment la rétrospective Ahmed Cherkaoui, du temps où elle officiait au Musée d'art moderne et contemporain Mohamed VI de Rabat, et aussi plus récemment une exposition Farid Belkahia, mais mis en regard avec d'autres artistes également, qui a eu lieu dans la fondation, pardon, j'ai oublié le nom à l'Artorium de Casablanca, pour ceux qui auraient pu voir cette très belle exposition. Et Maud Housset, qui elle est chercheuse et commissaire d'exposition indépendante également, et qui a notamment, entre autres projets, je ne vais pas tous les citer, mais dans le descriptif de la séance, vous avez des biographies détaillées de nos intervenantes. Maud a notamment participé à une recherche massive sur la réception du Bauhaus
dans le monde non occidental, et donc notamment pour le focus marocain de l'exposition Bauhaus Imaginista à la Haus der Kultur und der Welt de Berlin il y a quelques mois, exposition qui a également voyagé au Brésil et au Japon. Donc je suis particulièrement heureux de les réunir ce soir, et je vais moi-même commencer par un propos introductif avant de leur donner la parole. Donc peut-être qu'on peut commencer avec le PowerPoint. Ah oui, excusez-moi, juste avant qu'on commence avec le parcours d'archives qu'on vous propose ce soir, qui est en réalité la genèse et les développements du livre que nous sommes en train de préparer. Je voulais simplement vous signaler que demain à 11h, je ferai une visite guidée de l'exposition Melehi au Macal. Donc pour ceux que ça intéresse, ou si vous voulez convier vos amis à la visite de demain 11h, vous êtes tous les bienvenus. On peut lancer le PowerPoint ? Voilà, donc préface à un livre sur l'école de Casablanca. Non, c'est bien. Document, support, montage, ce qui est une manière justement de vous convier un petit peu dans notre petit laboratoire éditorial. Encore une fois, ce livre représente un projet très ambitieux qui, au final, même paradoxalement, et s'il ne documente qu'une dizaine d'années d'activité artistique entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, précisément ce qu'on a appelé l'âge d'or de l'école de Casablanca pour ses professeurs les plus fameux, en tout cas tel qu'on a essayé de le raconter dans l'exposition. C'est finalement une période assez brève, encore une fois, une dizaine d'années entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, mais paradoxalement avec une densité et une quantité de documents et de chapitres finalement très très importantes. Donc c'est 10 ans, mais qui se ressentent comme beaucoup plus que simplement une dizaine d'années. Alors je vais commencer par vous montrer quelques-uns des documents, notamment les documents photographiques qui vont revenir dans notre propos à tous les trois. Et justement, le titre de cette intervention, Documents, support et montage, est fait aussi pour convoquer les différents usages, parfois même de la même photographie ou du même objet photographié dans différents contextes, c'est-à-dire dans un contexte, on va le voir, d'exposition, et aussi dans un contexte éditorial, puisque les artistes de l'école de Casablanca s'étaient beaucoup investis dans le format revue, dans l'objet éditorial, qu'ont pu représenter des revues comme Maghrebar, comme Souffle ou comme Intégrale, dans lesquelles ces photographies de Mohamed Melehi étaient souvent mobilisées. Donc encore une fois, j'essaierai d'être assez bref pour vous montrer quelques fonctions de la photographie de Mohamed Melehi, notamment dans le cadre d'exposition, et l'utilisation qu'il a fait de la photographie pour documenter les différents processus d'exposition et les expositions une fois terminées, bien sûr. Ici, sur la gauche, en fait, les deux photos que vous voyez ici concernent une exposition des étudiants, de l'école des Beaux-Arts de Casablanca en 1968, une exposition où les étudiants ont construit un projet artistique guidé par leurs professeurs, notamment Mohamed Melehi et Mohamed Cheba, mais également Tony Maraini et Bert Flint, qui est donc ce soir parmi nous. Et dans ce projet d'exposition, la photographie est mise en abîme. Regardez ici sur la gauche, en fait, vous avez au fond de cette pièce qu'on voit à gauche, des photographies de plafonds peints, donc les fameux plafonds peints de mosquées populaires de différentes zones rurales du Maroc, qui ont été notamment découverts par Bert Flint, et dont on voit ici que Melehi ne se contentait pas de les photographier, mais que ces photographies servaient à des dispositifs d'exposition. Comme vous voyez, tout au fond, vous avez 3 photographies de plafonds peints, qui sont agencés avec 3 autres visuels qui sont des travaux graphiques assez clairement inspirés par les arts populaires berbères sur lesquels mes 2 collègues vont revenir plus précisément.
Et donc, je trouvais ça intéressant de souligner que dès le milieu des années 60, la photographie n'est pas, pour les artistes de l'école de Casablanca, et notamment pour Melehi, qu'un outil de documentation. Il ne consistait pas seulement à documenter une grande part de ces arts populaires berbères découverts par Bert Flint en compagnie de Mohamed Melehi et Tony Maraini, mais la photographie servait aussi vraiment de dispositif d'exposition. Et ça, je crois que c'est quelque chose quand même d'assez étonnant et remarquable quand on se replace dans le contexte des années 60. Et vous avez sur la gauche encore des travaux de fresques murales qui vont résonner avec d'autres événements qui pouvaient avoir lieu en extérieur, notamment la fameuse exposition Présence plastique de la place Jamaïfna qui aura lieu 1 an après cette exposition. Donc on peut imaginer que certaines expériences mises en œuvre dans cette exposition étudiante guidés par leurs professeurs, a pu aussi anticiper sur certaines des décisions prises pour construire des dispositifs d'exposition de rue ou d'exposition nomade que ces artistes ont développé dès la fin des années 60. Sur la droite, vous voyez une autre photographie de la même exposition en préparation. Et notamment donc comment l'objectif de Melehi va capter ces moments de processus, ces moments de construction de l'exposition, de conception spatiale, de discussion collective autour d'une scénographie d'exposition, et qui montre aussi bien justement le caractère collectif de ce travail, quand bien même il est capté par le regard d'une personne, mais qui relève vraiment d'un travail collectif comme on peut le voir dans ces photos. Alors, j'ai oublié de vous dire, lorsque le PowerPoint s'affiche sur fond noir, on regarde des documents bruts, et lorsque le PowerPoint s'affiche sur des fonds blancs, on est déjà dans des tentatives de mise en page de notre part. Donc en quelque sorte, les premiers tests un peu sauvages, mais quand même de ce qui pourrait au final ressembler au futur livre. Ici, on passe sur des visuels en couleur, puisqu'on a eu l'opportunité de justement découvrir à la fois des photos noires et blancs qui ont leur propre qualité esthétique et des photos couleurs qui évidemment sont éminemment précieuses pour nous apporter d'autant plus de renseignements justement par la couleur. Et donc l'espèce de trompe-l'œil que vous voyez à droite, dont vous ne savez pas encore qu'il est un trompe-l'œil, on dirait une espèce de fresque en 3 dimensions agencée sur un espèce de renfoncement ou d'entrée. Et on comprend avec cette image qu'il prend une fonction littéralement de trompe-l'œil spatial, créant une espèce d'entrée dont il est difficile de discerner si c'est une réelle entrée et si elle mène quelque part, ou si c'est une fausse entrée et simplement un espèce de renfoncement amplifié par le travail chromatique et pictural qui lui est appliqué. En réalité, en faisant une petite analyse topologique, on peut peut-être supposer, mais je ne peux pas en être totalement sûr, que c'est une réelle entrée qui donnait l'accès à ce qu'on voit ici à gauche. Ces espèces de montages de fresques picturales et de fresques photographiques et graphiques. Donc c'est une hypothèse, mais il me semble que peut-être ce sera précisé, c'est en entrant dans ce trompe-l'œil qu'on accédait à ce qu'on voit ici à gauche, mais ce sera à confirmer. D'autres photographies couleurs de cette exposition de 68 montrent à quel point cette exposition était plus qu'une exposition, encore une fois, un véritable dispositif. Un dispositif au sens où les médiums s'entremêlent, et de par l'entremêlement des médiums, l'espace de l'exposition lui-même devient l'objet principal. C'est-à-dire il s'agit moins d'exposer des œuvres que véritablement de créer un espace, une sorte d'œuvre d'art totale, composée d'œuvres individuelles des étudiants. Et vous pouvez voir que... alors, on peut par exemple citer une fresque de l'artiste Malika Agznaï, qui était une des rares artistes femmes à tirer son épingle du jeu à cette époque et à se émerger comme une artiste remarquable, toujours active aujourd'hui. Et au-delà de chaque travail, de chaque étudiant, c'est cet effet de superposition entre des travaux qui adressent le médium de la fresque, même si on est dans un espace intérieur, et qui se superposent non seulement entre différentes fresques, mais aussi, vous le voyez ici, avec un système d'étagères
sur lesquels reposent des céramiques, des étagères et aussi des tables basses, agencées vraiment entre les murs et le sol, et encore une fois, entre des travaux individuels, mais qui font corps les uns avec les autres, et qui constituaient une véritable révolution esthétique, au point où on pourrait même se demander si cet héritage si expérimental a pu perdurer jusqu'à aujourd'hui. Je parle dans le cadre des écoles d'art au Maroc. C'est une question qui reste ouverte, mais en tout cas, ça semble un dispositif particulièrement avant-gardiste pour l'époque, et peut-être même encore pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Et on voit à quel point cette exposition est difficile à photographier. On voit que Melehi, avec son point de vue, avec son appareil photo, en fait, doit créer une espèce de point de vue à 360 degrés, non seulement pour révéler la fonction de cette espèce d'entrée en trompe-l'œil, mais aussi pour révéler les différentes superpositions et les points de vue qui sont à l'arrivée presque infinis de cette exposition. À peine un an après cette exposition étudiante de 68, les artistes de l'école de Casablanca vont mettre en place une exposition des arts populaires. Donc dans cet espace qu'il nous faut encore qualifier plus précisément, mais qui vraisemblablement était la galerie des Beaux-Arts, qui servait de galerie d'exposition à l'école des Beaux-Arts de Casablanca, mais qui était aussi à une époque désignée comme la galerie des Beaux-Arts du parc de la Ligue arabe. Et donc dans ce même lieu va se mettre en place une exposition où effectivement les arts populaires berbères, mais on dira désormais, grâce à l'héritage que nous a légué Bert Flint et ses travaux théoriques afro-berbères, des tapis et des photos de bijoux. Donc là encore, mise en abîme de la photographie et une espèce d'utilisation scénographique, dynamique, spatiale des photographies de bijoux, plutôt que d'exposer les bijoux eux-mêmes, même si nous n'avons pas toute la... Je ne suis pas capable de vous dire s'il n'y avait pas de bijoux exposés dans cette exposition, mais en tout cas, on voit bien que les photographies de bijoux, que vous voyez donc fixées sur les étagères, là où se trouvaient les objets en céramique dans l'exposition précédente, font image, je dirais, presque comme sur un écran d'ordinateur, avec des effets de superposition, encore une fois, entre les objets réels et les objets photographiés. Ce qui apporte un point de vue extrêmement subtil, dans lequel, évidemment, la taille des bijoux, qui en réalité sont beaucoup plus petits, trouve une nouvelle fonction par rapport aux bijoux réels, encore une fois, qui est beaucoup plus petit. Et je finirai cette courte introduction sur l'utilisation de la photographie en contexte d'exposition par un zoom sur une des vues de cette exposition des arts populaires de 69, où effectivement les tapis, et donc des tapis dont Fatima Zahra nous parlera mieux dans quelques instants, sont exposés à la manière de tableaux. Donc ça aussi, ça fait partie des gestes révolutionnaires captés par la photographie, évidemment. Alors, peut-être rappeler que ces artistes n'étaient pas les premiers à exposer des tapis de façon murale. Vous aviez un historien de l'art autrichien très important du nom de Alois Riegel, qui, dès les années 1890, lorsqu'il était conservateur au musée de Vienne, à la même époque où Gustav Klimt, en quelque sorte, brossait ces espèces de fresques miniaturistes dans les tableaux qu'on connaît bien de Klimt, et où on peut voir parfois des réminiscences de tapis, évidemment, dans les peintures de Klimt. À la même époque, vous aviez Alois Riegel qui exposait des tapis orientaux accrochés au mur du musée de Vienne. Donc, c'est peut-être sans doute quelque chose dont les artistes de l'école de Casa n'avaient pas connaissance, car je ne crois pas que les textes de Alois Riegel circulaient beaucoup au Maroc dans les années 60. Cela étant, c'est quelque chose de très intéressant si on essaye de refaire une généalogie du tapis tableau ou du tapis image, et qui nous concerne en tant que contemporains. Aujourd'hui, vous savez que dans l'art contemporain international, je vous renvoie notamment à la Biennale de Venise de Christine Massel il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, la corrélation entre les pratiques contemporaines et les arts
dit traditionnel ou populaire, même si nous, ici, on parle d'art populaire et pas d'art traditionnel, puisqu'on sait bien que l'art afro-berbère continue aujourd'hui et qu'il est pleinement contemporain. Les expositions du musée Yves Saint-Laurent sont là régulièrement pour nous rappeler que le berbérisme est une culture contemporaine, donc on ne parle pas des arts traditionnels. On parle d'art populaire à la limite, et pourquoi pas même d'art contemporain. Mais c'est une question qui nous concerne de manière contemporaine parce que c'est devenu une tendance lourde dans l'art contemporain international. Voilà, donc je vais passer la parole à ma collègue Fatima Zahra, que je remercie beaucoup par avance, et on fera le PowerPoint ensemble. Merci Morad. C'est toujours difficile de prendre la parole après lui, après tant de fluidité et de spontanéité. Je vais humblement et simplement rester proche de mes notes, mais me permettre juste un petit écart en te demandant, si possible, de revenir à l'une des diapositives du début, en fait. Ah oui, c'est vrai que ça se passe là-bas, merci. Peut-être vraiment au début du PowerPoint, quand tu parlais de la fonction des images, en fait, dans le dispositif exposition, mais aussi dans l'éducation du regard. Et je trouve cette photo, que j'avais oubliée d'ailleurs, extrêmement importante, parce que oui, il y a la dispositif exposition, et il y a le dispositif aussi publication, tu l'as mentionné. Et là, on est dans une planéité des plafonds pas mis de manière systématique en parallèle avec les expérimentations visuelles et graphiques qui sont faites autour des fibules. 3 images graphiques qu'on retrouvera au sein de Maghreb Art. Donc, moi, je m'intéresse plus, finalement, pour faire le lien avec ma présentation, aux photographies qu'a prises Mohamed Mellehi pour construire une archive visuelle, en fait, qu'il utilisera au sein de Maghreb Art. Et une archive visuelle où on reconnaît presque un regard, une prise de position, en tout cas politique, par rapport aux impensés de l'ethnologie coloniale et de toutes les pratiques de classification des arts à l'époque, qui perduraient même après l'indépendance. Donc, si on peut lancer mon PowerPoint. Donc, parallèlement à ces recherches picturales, Mellehi va engager un travail de documentation photographique fondé sur une recherche de terrain. Donc, on voit 2 photographies des années 60 de Mellehi ici, reprises au sein de Maghreb Art, mais pas seulement. Il a une collection. À combien tu estimerais à peu près sa collection, son archive visuelle aujourd'hui? Je ne sais pas si tu as tout vu, mais de tout ce que tu as découvert jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est un corpus d'images très important, ouais. De photos de bijoux, de photos de rue, de photos de Mellehi, archiviste. C'est difficile de dire combien de photos, mais on peut déjà dire que ces photographies parcourent la fin des années 50 au moins jusqu'aux années 80. Donc c'est vraiment une activité photographique hyper dense de la part de Mellehi, même si on n'est pas capable de les comptabiliser, mais on parle de plusieurs décennies de prise de vue quasi permanente sur tout ce qui se passait. Et qui touche à des thématiques aussi diverses que la photographie de bijoux, la photographie de rue, de souk, d'architecture, donc beaucoup de motifs différents. Donc voilà, de ce travail va résulter une importante archive visuelle où se manifeste une conscience politique, donc de tous les impensés de l'ethnologie et de l'anthropologie coloniale, à travers le choix d'objets d'ailleurs dépréciés ou carrément non inventoriés sous le protectorat parce que jugés mineurs. Donc des productions de maîtres artisans, hommes, femmes, issus du monde rural, et des productions qui vont engager la question de l'artisanat et de l'altérité sous un autre angle que celui de la patrimonialisation sélective et de l'essentialisation qui courait toutes les pratiques administratives à l'époque de sauvegarde de cet artisanat et qui était un petit peu assujetti aux notions d'indigénéité, d'autochtonie, d'authenticité. Donc, c'est des objets qui vont être convoqués dans le cadre de l'école des Beaux-Arts de Casa et de Maghreb Art en particulier, en tant qu'objets récalcitrants qui vont résister au système de catégorisation des pratiques artistiques traditionnelles. C'est des objets qui convoquent aussi l'idée d'une altérité fondatrice de valeurs à la fois esthétique et sociale contenue dans un autre très proche et qui s'avère être ainsi opérant dans le projet de reformulation des régimes de classification des arts. Des objets donc susceptibles de créer des liaisons entre des subjectivités artistiques et des temporalités différenciées par la pensée coloniale. Et qui vont autoriser de ce fait l'articulation entre culture savante et populaire, culture artistique et culture matérielle, culture occidentale et non occidentale. On peut changer de diapo. Si la culture populaire devient si importante durant les années 60 et 70 pour les artistes et intellectuels, c'est qu'elle entre en contact avec l'esprit de l'époque qui se manifeste dans les arts visuels et la littérature par un élan pour la réhabilitation du patrimoine matériel et immatériel marocain, suivant une trajectoire dont le fil et la vivacité sont perceptibles dans des revues culturelles telles que Maghreb Art, donc une publication de l'école,
qui va se consacrer en 3 livraisons, de 65 à 69, à restituer, par l'analyse et la documentation photographique, le résultat des recherches menées sur le terrain. On retrouve aussi cette trajectoire au sein de Souffle, parce qu'il y a une véritable généalogie entre Maghreb Art, Souffle et Intégral. Souffle, donc de 66 à 71, et Intégral qui prend le relais ensuite de 71 à 78. Et on verra vraiment que sont forgées les relations inédites entre des problématiques artistiques, sociales et ethnographiques au sein de ces 3 revues. La réflexion durable sur la poétique et les politiques de la culture populaire au sein de ces revues montre que l'un des thèmes fondateurs, c'est la relation qu'entretiennent les expressions artistiques avec les espaces et les dispositifs de représentation de soi. Dans le contexte de l'École des Beaux-Arts de Casa, les liens entre l'art et l'ethnographie sont particulièrement tissés autour de questions et d'enjeux d'ordre pédagogique et historiographique. Dès 1965, les objectifs pédagogiques de l'école sont clairement posés par Melehi. Évidemment validé par Belkaria, et autour de lui se constitue aussi toute l'équipe pédagogique qui va porter ce projet, mais c'est véritablement Melehi qui va en penser les grands axes. Donc il va s'agir de mettre en œuvre une pédagogie appliquée et inspirée du terrain, qui repose sur des recherches ethnographiques, et cela afin de renouveler la lecture des arts populaires et des productions artistiques rurales, pour en cerner les implications esthétiques, mais aussi le rôle qu'ils avaient à jouer dans l'histoire du Maroc. Dans l'édito de Maghreb Art numéro 2, signé par la direction, c'est-à-dire Farid Belkaria, cet édito vient d'ailleurs confirmer cette démarche, et là je vais lire un extrait de l'édito. Nous nous trouvons confrontés au Maroc avec cette première phase de regroupement, de revalorisation, temps d'arrêt nécessaire qui doit permettre d'inventorier un langage plastique traditionnel afin de le remettre en évidence et de le replacer dans son contexte dynamique moderne. Il est devenu urgent, en somme, de tenter une approche de notre tradition visuelle et de voir à quel point ces valeurs peuvent être universelles. Donc il y avait à l'époque encore une confusion au niveau de la terminologie. On va retrouver tradition, on va retrouver populaire, on va retrouver rural et citadin, jusqu'au numéro 2 où finalement la terminologie va vraiment se clarifier autour de la question du rural. Mais une chose est sûre, c'est que l'enquête de terrain va se présenter comme la source principale de la légitimité de la pédagogie et des orientations esthétiques, et elle va définir la spécificité de l'école entre 65 et 69. Donc date très importante, d'abord parce qu'elle correspond à la formation de l'équipe pédagogique qui va être responsable, en tout cas qui a souhaité une réforme pédagogique sur fond d'un socle, enfin sur le socle préexistant, parce que vous l'avez bien mentionné, des professeurs étaient déjà là. Mais il s'agit bien évidemment de Melehi, de Berthe Flint, de Tony Marini et de Shba qui les rejoint en 1966, et Belkaria en chef d'orchestre qui va évidemment valider les grandes décisions et les orienter et les appuyer dans toutes leurs décisions. Et ces dates correspondent aussi aux 4 années d'activité autour de la revue Maghreb Art. Et je vais juste m'arrêter sur ces 2 photos qui disent tout finalement. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part qu'ici, on a une photo de Melehi et que ce tapis est utilisé en couverture du Maghreb Art numéro 1 en 65, donc, moment où Bert Flint a déjà une collection importante de bijoux, en fait. Et il commence à s'intéresser aussi au tapis grâce aux conversations et aux longs débats qu'il va avoir avec Tony Marini et Melehi, notamment autour de la question du contenu et de la forme. Et je reviens là-dessus un petit peu plus tard. Mais en 65, en plus des ateliers alors en fonction, donc céramique et sculpture par Ducaire, dessin Madame Jacolette, qui est commissaire de l'exposition dédiée à Jacques Azéma ici, l'atelier de décoration aussi dont est en charge Monsieur Jacques Azéma, et d'architecture. On va avoir des ateliers de peinture et de sculpture dirigés par Mohamed Melehi, qui va être responsable aussi d'un laboratoire de recherche photographique. Intéressant à noter, finalement, l'outil et le médium photographique est également utilisé pour ses qualités d'éducation du regard, de pédagogie, d'outils de documentation qui est mis entre les mains des étudiants pour finalement se faire l'œil et sortir en expédition, soit dans les souks, soit dans l'arrière-pays, pour revenir finalement avec un matériel à étudier. Et les photos sont agrandies en classe. Donc cette exposition de 69 montre certainement des panneaux qui ont été agrandis bien avant pour les besoins de l'éducation et des cours, en fait, au sein même des ateliers. Et il y a encore beaucoup à savoir sur cette exposition, et à apprendre et à chercher. Et juste pour essayer de comprendre effectivement dans quelle mesure les étudiants ont participé à cette exposition, on ne le sait pas vraiment, parce que c'est une question que je me pose. En 65 aussi, c'est le premier cours d'histoire de l'art qui va être enseigné par Tony Marini, qui est historienne de l'art et anthropologue. Le premier cours d'histoire des arts traditionnels et populaires, dont M. Bert Flint a la charge, de 65 à 67.
Et une année plus tard, Mohamed Chebaa qui intègre l'équipe et qui va diriger l'atelier de décoration et qui va enseigner la calligraphie arabe. Oui, on peut changer. Ouais. Donc là, on est au sein d'un atelier de peinture, celui de Mellehi, avec des expérimentations picturales et un tapis, ce fameux tapis qui a été accroché aussi pendant son exposition en 65 à Bab el-Ouah. Est-ce qu'on... Ouais. Là, on suppose, d'après cette image, quelque chose dont Mellehi a témoigné, qui est « j'ai remplacé les bustes de statues gréco-romaines par des tapis berbères ». Donc là, il y a un renversement épistémologique, c'est-à-dire vous enlevez les bustes, vous mettez des tapis et vous changez l'épistémologie d'une école. Et donc on serait amené à supposer que les peintures qu'on voit ici sont inspirées, entre guillemets, par des motifs de tapis berbères. Oui, pas uniquement motifs, effectivement, mais même le geste même de l'écriture, oui, et toute la manière d'habiter la composition et l'espace, clairement. Et puis peut-être en profiter aussi pour dire que ce tapis même a été convoqué après l'ouverture de l'exposition de Mellehi. Je ne sais pas si on a une image. Ouais. Voilà. Donc là, on est à Bab el-Ouah. On voit les œuvres de Mellehi accrochées, la vague, cette onde qui va développer dès 62-63 aux États-Unis. Et Mellehi ouvre l'exposition et va devoir essuyer certaines critiques, en fait. Il y a plusieurs versions, mais on nous dit que sur le livre d'or de l'exposition, certaines personnes auraient critiqué le fait que son art soit importé, que ce ne soit pas un art assez enraciné dans une tradition artistique locale. Et Mellehi, qui connaît M. Bert Flint depuis la fin des années 50, ils se sont rencontrés en 55 à Tanger. Bert Flint revient en 57, donc connaissait déjà les intérêts de recherche de Bert Flint, sa collection, et lui demande d'apporter une preuve visuelle, un argument visuel béton pour effectivement montrer par le regard et par la symétrie que ces tableaux étaient bel et bien originaires, ou en tout cas avaient à se réclamer d'une tradition, si ce n'est picturale, en tout cas esthétique et ornementale, ce qui est très important dans le travail de Mellehi. Donc juste pour bien clarifier pour tout le monde, ce qui voudrait dire que cette exposition personnelle de Mellehi à la galerie Babrouha à Rabat en 65, qui est vraisemblablement la première exposition personnelle de Mellehi au Maroc, après son retour au Maroc, ouais. Potentiellement, Ouais. avait ouvert sans le tapis, n'est-ce pas ? Elle avait oui, elle avait ouvert sans le tapis. L'exposition avait ouvert sans le tapis et le tapis a été ajouté, comme le racontait Fatima Zahra, comme une manière de démontrer que l'art de Mellehi n'est pas que international et occidental, entre guillemets. Donc c'est quand même très intéressant parce que c'est le même tapis qui a été installé dans l'atelier de Mellehi à l'école. Et donc dès 65, Bert Flint a une collection de bijoux. Il a commencé son travail d'abord autour du bijou pour des questions qui l'intéressent éminemment, à savoir la symbolique des formes, la généalogie, toute cette histoire de migration, pas juste du style et du motif, mais vraiment, il y a une étude dédiée à l'image féminine justement dans le Maghreb Art numéro 1. Et sa lecture, il la fonde sur l'analyse des bijoux. Mais à cette période, il avait également les tapis, donc on a la preuve ici. Mais il s'intéresse beaucoup. En 65, il a déjà aussi découvert les mosquées, en fait, et les mosquées à colonnes dans la vallée du Nfis. Donc c'est intéressant parce que c'est des choses dont on connaît, je ne sais pas comment je veux le dire, mais qui apparaissent au sein de Maghreb Art plus tard, en fait. En 68, en 69, le 3e numéro. Mais en 65, déjà, il était sur la piste des plafonds peints après avoir découvert les colonnes, en se disant qu'il devait forcément exister une iconographie beaucoup plus importante, des ensembles iconographiques beaucoup plus importants aussi, ailleurs que dans la vallée du Nfis. Parce qu'ayant découvert ces colonnes, il avait toujours rêvé de découvrir une mosquée où il y aurait eu les colonnes et les plafonds peints en même temps. Ça ne s'est pas fait encore. Mais disons que de 65 à 67, tout le travail de terrain de Bert Flint va être orienté justement vers cette recherche des plafonds peints. Ses régions de prédilection sont le Haut-Atlas à cette période et l'Anti-Atlas. Plus tard, il ira aussi dans le nord du Maroc, dans la région de Ouazen. Mais à l'époque, c'était surtout ces deux régions-là. Le Souss aussi, d'où viennent les bijoux. Et ces analyses cherchent à mettre en lumière en fait les composantes sahariennes du patrimoine matériel et immatériel marocain. C'est chez vous, ouais. Cette photo, elle a été prise chez vous, Berthe.
avec Maud et Alice. Peut-être intéressant de dire justement que là, la photo que vous voyez, c'est une photo récente. Ouais. Donc on est retourné tout simplement chez Berthe pour refotographier aujourd'hui des choses qu'on avait vues publiées dans Maghreb Art dans les années 60. Ne serait-ce que pour avoir le double regard sur les objets photographiés à l'époque et les objets refotographiés aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, ce qui l'intéresse à partir de l'art rural, en fait, c'est vraiment de mettre en lumière les caractéristiques sahariennes de ce patrimoine, démontrer les apports culturels des populations sahariennes, démontrer leur influence sur le patrimoine en analysant les transferts culturels de part et d'autre du Sahara. Son objectif est aussi de porter l'attention vers des sites, des régions où la culture ne se construit pas depuis des centres citadins et commerçants, mais aussi à travers le désert, les mouvements migratoires et depuis des sites de tradition agraire. Et cette articulation entre le citadin et le rural est très intéressante et importante, en fait, au sein de Maghreb Art, dans l'esprit de Bert Flint, mais aussi dans l'esprit des artistes de l'époque. Maud pourra nous parler aussi de ce passage, justement, entre différents espaces. Et elle est importante dans la pensée de Bert, puisqu'elle va refléter un changement de focal qui se produit chez lui au début des années 60, après un voyage en Iran et un autre voyage en Égypte, où il s'ouvre progressivement aux expressions artistiques néolithiques et agraires. Il va souvent opposer la civilisation pharaonique et mésopotamienne de tradition agraire, il va les opposer à la civilisation grecque qui va se construire essentiellement à travers le commerce. Et progressivement, il va abandonner ses recherches sur la civilisation hispano-mauresque, ce qu'il avait d'abord amené en premier lieu au Maroc. Pardon. Et on me dit de moins m'emporter, donc je parlais doucement. Mais je parlais fort pour Berthe. Okay. D'accord. Et donc après ces deux voyages, c'est la révélation. Ses recherches vont être clairement orientées vers l'art rural. Et c'est vraiment à partir de l'art rural qu'il va introduire la question du néolithique, qui l'amènera justement à développer sa théorie sur l'art afro-berbère de tradition néolithique, en remontant le fil des trajets migratoires, de circulation de motifs et de traditions, depuis l'Empire du Ghana par exemple, jusqu'au Maroc, en passant par les Almoravides, où actuellement il s'intéresse énormément à ce qui s'est passé entre le Burkina Faso et les populations sahariennes. Les recherches de Bert Flint vont rencontrer dans un premier temps les préoccupations théoriques de Toni Marini, qui elle aussi s'intéresse à l'histoire matérielle des œuvres, à la sociologie des savoirs et des techniques qui président à leur réalisation. Toni Marini est anthropologue, elle est historienne de l'art également. En 1962, c'est-à-dire 2 ans avant son arrivée au Maroc, elle avait mené une recherche en Italie sur l'histoire et les structures des arts populaires, et elle souhaite, dans le contexte marocain, approfondir cette question. Et donc, la plateforme de l'École des Beaux-Arts de Casa lui servira aussi ses intérêts de recherche personnelle. À l'École de Casa, elle va enseigner entre 65 et 72 l'histoire de l'art en s'intéressant à la préhistoire, en intéressant surtout les étudiants à la préhistoire, donc à travers les gravures rupestres au Maroc, mais aussi les grands courants de l'avant-garde occidentale. Et d'autres objets de recherche, probablement des œuvres contemporaines, les contenus de ces cours existent encore, mais sont assez méconnus. Mais on sait que chez elle, il y avait véritablement ce souhait aussi de les éveiller justement au transfert culturel entre la Méditerranée et tout le bassin, la culture hellénistique. Elle a beaucoup écrit sur Juba, sur des objets en bronze, des chefs-d'œuvre, des collections marocaines en fait. Il y a un article très intéressant qui s'appelle « Mémoire métissée, le paradigme antique », où elle rejoint véritablement les intérêts de Berthe à travers d'autres objets, elle convoque d'autres exemples. Mais on voit bien que même s'ils avaient finalement des démarches qui vont s'arc-bouter l'une contre l'autre au sein de Maghreb Art, elles vont se rencontrer justement autour de cette question du métissage et du transfert culturel. Toni, depuis les années 60, va produire dans le champ de l'histoire de l'art un questionnement par rapport à la matérialité de l'objet, aux relations des objets d'art et de culte, aux relations entre les objets d'art, de culte et de croyance. Ces recherches sur les arts populaires sont guidées par la volonté de donner aux arts populaires des fondements anthropologiques, mais de cerner aussi certains principes esthétiques qui pourraient servir de matériaux pour l'expression de formes contemporaines. Donc finalement de comprendre elle aussi et de s'engager dans cette réflexion sur finalement la question très simple mais est encore très complexe, à savoir est-ce que l'art marocain, l'art moderne marocain est né d'une tradition artistique locale ou provient d'un emprunt aux formes occidentales. Donc des questionnements qui sont encore
qui sont encore présents et qui sont encore pertinents du fait de beaucoup de déni historique qu'on retrouve dans une littérature aussi par rapport à cette période et dans la réception des pratiques artistiques de cette période, où finalement on va donner plus de valeur à l'héritage des beaux-arts, avec les influences qu'aurait pu avoir de Stel, Matisse, plutôt qu'au rôle qu'ont pu jouer les arts populaires dans la formulation d'un véritable projet esthétique. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux finalement historiographiques qui sont très importants, comme celui de la reconstitution de la généalogie entre peinture et artisanat, et des enjeux qui vont entrer en résonance avec les préoccupations des artistes qui montrent un intérêt, les artistes, qui montrent un intérêt pour l'iconographie rurale et traditionnelle, qui vont s'intéresser, donc les artistes à l'école des beaux-arts vont s'intéresser, eux, pour leur propre pratique, à l'iconographie rurale, à la circulation des formes et des motifs et la correspondance entre les arts et les techniques. Et ils vont vouloir véritablement accueillir la culture matérielle comme une manière aussi pour eux de relancer le langage ornemental et son potentiel critique à travers l'union entre l'œuvre et son environnement, mais aussi le rappel de l'objet dans l'œuvre d'art. On va donc observer à cette époque, dans le champ de l'histoire de l'art, selon des démarches différentes, celle de Bert Flint et celle de Tony Marini, qu'il va y avoir une véritable volonté de réhabiliter l'histoire de la culture matérielle et de l'anthropologie de l'objet, des démarches différentes qui vont parfois se déployer l'une contre l'autre. La première, rappelons-le, qui est propre à Bert Flint, va s'intéresser essentiellement aux objets à travers une autonomie des formes et leur évolution interne. Elle est placée sous la fascination énigmatique qui émane des œuvres d'art et repose sur une conception de l'art élaborée à partir des œuvres et de la vie des formes, tandis que la seconde, qui est poursuivie par Tony Marini, cherche à sauver l'articulation assez délicate, mais néanmoins très importante à ses yeux, entre l'analyse formelle et matérielle des œuvres et leur contexte historique et sociaux. Mais les deux vont contribuer à ouvrir des perspectives de dialogue entre la discipline de l'histoire de l'art et l'histoire de la culture matérielle, et offrir ainsi la possibilité aux artistes de l'École des Beaux-Arts de Casa de situer les origines de la modernité artistique marocaine dans des productions artistiques de tradition maghrébine. Et donc affirmer les thèses de métissage culturel pour contrecarrer les narrations dominantes en proposant un élargissement du cadre temporel et géographique qui consiste d'un côté à opposer une longue séquence historique aux chronologies atrophiées que vont présenter la majorité des ouvrages rédigés sous le protectorat, et d'un autre côté engager la question du Maghreb et de l'Afrique et des ascendances méditerranéennes. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. On pourrait peut-être regarder parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais bon, ok. Je pense que c'est intéressant aussi de noter que dans une période où la notion d'identité est assimilée au discours nationaliste, Maghreb Art va prendre pleinement acte de la dispersion comme un dispositif éclaté de la provenance, en examinant la problématique du Maghreb et des questions transnationales. Et ça, en fait, avant même que cette révision de mode de construction de l'histoire soit intégrée au champ spécifique de l'histoire. Non, pardon. Je me suis trompée. Ce que je veux dire, c'est que ça s'est fait dans le champ de l'histoire de l'art avant même que ça se fasse dans le champ de l'histoire, notamment avec le travail de Laroui, tout simplement. Il faudra attendre en fait 1970 pour qu'Abdellah Laroui en fait sorte l'histoire du Maghreb, un essai de synthèse qui constitue l'une des pièces essentielles de la discipline qui va chercher à s'éloigner des conceptions historiques réductrices et s'ouvrir justement à l'idée et transcender en fait, dépasser l'idée d'opposition binaire. Alors, et aussi du côté de la philosophie et de l'épistémologie, le travail que va fournir Abdel Jabari dans ce domaine-là. Ok, ça tourne, on peut revenir en arrière. Peut-être au Maghreb Art 1 en fait, ouais, juste pour parler des objets. Non, le tapis, on en a parlé. Bon, dans le premier Maghreb Art, on voit bien qu'il y a encore les intérêts se rejoignent entre les analyses sur l'art citadin, l'architecture de tradition arabo-mauresque, et puis finalement la lecture symbolique des bijoux. Donc toute la dernière partie du Maghreb Art numéro 1 est dédiée justement à l'étude sur l'image de la femme. Ce qui est important et intéressant chez Bert Flint, c'est qu'il va finalement introduire le bijou comme pendant de la sculpture occidentale. Et les étudiants au sein de l'École des Beaux-Arts vont être invités justement à décortiquer le bijou, à l'observer à travers la photographie, comme on l'a dit, l'agrandissement, des pratiques expérimentales justement de refonte de ce langage-là,
Donc c'est vraiment un support très très important de la pédagogie au sein de l'école. Là, ici, on voit le type d'expérience à partir des objets que tu décrivais. Et les tapis et les tissages vont aussi avoir, comme tu disais, ils vont remplacer le buste, mais ça c'est une formule punch. Mais si on veut, le tapis va remplacer véritablement le tableau, si on voulait être plus précis, et que c'est plutôt les problématiques autour des enjeux picturaux que le tapis va venir... il va venir à l'appui de ces problématiques-là, et plus encore les plafonds peints après, parce qu'ils vont apporter l'argument pictural le plus décisif finalement, à savoir qu'il existe une véritable tradition iconographique très aboutie, très élaborée, avec même, bon là on le voit pas, mais il y a un détail qui avait sauté aux yeux de Mellehi, parce que détail presque futuriste à ses yeux, d'un oiseau en plein vol qui traverse finalement le champ de la représentation. J'ajouterais juste en parenthèse que vous verrez les plafonds peints en couleur dans le film que nous projetterons par la suite. Exactement. C'est pour ça que je ne vais pas beaucoup en parler, mais juste faire une remarque qui est très importante par rapport aux plafonds peints. Ils sont découverts par Berthe entre 65, 66 et peut-être un peu plus tard. Berthe va amener l'équipe pédagogique, Mellehi et Tony Marini notamment, en 68. Donc ces photos datent de 68. Il avait préparé ce 3e numéro à quelque chose de particulier. C'est qu'il n'y a pas de texte, contrairement aux 2 premiers numéros. Le premier numéro est placé sous la direction du centre esthétique qui est créé par Berthe à Marrakech. Le deuxième est placé sous la direction éditoriale finalement de l'école des Beaux-Arts de Casa. Les deux vont avoir des textes de Tony Marini et de Berthe Flint. Et le 3e numéro, c'est vraiment juste un numéro iconographique où on va trouver des photos avec une note introductive de Mellehi. Mais à l'époque, déjà en 67, Berthe Flint avait préparé un texte pour ce numéro qui n'a pas été publié et qui a été publié au sein du livre sorti aux éditions Jardin Madorel. Donc ce texte existe aujourd'hui sous le titre de Art et géométrie. Voilà. Donc Fatima Zahra parle du livre qui recense toutes les recherches et une grande partie de la collection de Berthe Flint qui s'intitule de tradition néolithique, ouais. Et du Sahel. La culture afro-berbère. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore acquis, il faut absolument l'acheter ici à la librairie. Oui, ou au musée Tiskiwin directement chez Berthe Flint, ou au Macal. Bon, il y a beaucoup d'histoires à raconter sur chacune des diapositives, les objets en particulier, mais on pourra y revenir plus tard pendant la période des questions si ça vous intéresse. Je pense que j'ai un petit peu débordé sur mon temps. Je vais céder la parole à ma collègue Maude. Merci Fatima Zahra. Merci. Donc effectivement, on passe la parole à Maude qui va nous introduire à des questionnements plus orientés vers les questions des nouveaux territoires artistiques et notamment de l'espace public. Je t'en prie, Maude. Oui, merci Mourad. Donc du coup, tu te charges de... Peut-être tu peux le faire. Ouais, je vais te faire signe. Ok. Donc on peut commencer par la première diapositive. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, la réforme artistique et culturelle dont a parlé ma collègue Fatima Zahra des années 60, portée entre autres par l'école des Beaux-Arts de Casablanca, cristallise également le désir de prendre en charge une réforme sociale où l'artiste acquiert une position nouvelle, celle d'une responsabilité sociale, dont on confie aux œuvres un caractère d'agentivité puissant, capable de participer par l'image à un projet d'élévation collective, d'inventer une nouvelle culture visuelle. Pour que cette réforme sociale et artistique puisse s'accomplir, de nouvelles stratégies plastiques servent la remise en question de ces territoires de l'art. Les lieux de production des discours sur l'art, qui étaient auparavant et jusqu'à présent gérés par l'administration coloniale, forment un outil puissant du projet civilisationnel colonial dont les catégories normatives vont être soumises à réévaluation. Et ces nouveaux modes d'appropriation de ces territoires sont discutés notamment dans certains ateliers gérés au sein de l'école par Mohamed Cheba, qui gère notamment l'atelier d'art graphique et qui inclut également des exercices d'aménagement intérieur. Également l'atelier de Duker, l'atelier de céramique, et l'atelier de Mohamed Mellehi, notamment par rapport à la photographie, et qui conduisent à l'émergence de pratiques expérimentales en prise directe avec la société et le spectateur. Donc c'est ce qu'on voit également ici dans cette maquette, qui est un projet d'étudiant en fait.
Le modèle des expositions dans l'espace public à partir de 69, la volonté, comme tu en as parlé, Morad, de créer des environnements plastiques à vocation d'art total dans l'exposition de 68, des projets de création d'affiches, peut-être on va le voir dans la diapositive d'après. Oui, oui. Ici des projets d'affiches, pardon. De la création d'objets, l'étude sur le terrain, et notamment une étude photographique, donc, comme l'a rappelé également Fatim Zahra. Donc l'école de Casablanca va rendre visibles de nouveaux territoires, qui soient à la fois physiques et symboliques, en ayant recours à différentes stratégies plastiques, notamment en questionnant le format de l'exposition, l'ouverture à d'autres domaines de création, notamment l'architecture, l'urbanisme, le design, on en verra des exemples plus précis, mais également de nouvelles stratégies conceptuelles, notamment élaborer une nouvelle syntaxe et sémantique de l'art public. 2 territoires symboliques sont concrétisés et interrogent les modalités de production, d'éthique et de valeur des œuvres, notamment le territoire de l'art et le territoire de la société, et l'imbrication en fait de ces 2 champs. En ce qui concerne les territoires physiques, Fatim Zahra, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, ce qui concerne la ville et le territoire rural, qui symbolise en fait une dialectique de la centralisation et de la marginalisation. Donc, pour parler un petit peu peut-être plus concrètement par rapport à la ville et par rapport à comment est-ce que les artistes œuvrent dans la ville, je veux bien qu'on passe à la diapositive suivante. Donc, c'est en fait une série de 3 diapositives. J'indique juste qu'ici, on voit une image de l'atelier de Mohamed Cheba. Donc, ouais. Parce que tu parlais justement du travail des affiches et du travail graphique. Oui, tout à fait. C'est 66. Merci. Ok. Donc, la ville va devenir ainsi le territoire par excellence de la reconquête artistique et symbolise la condition d'accès à un savoir et à une connaissance historique où le droit à la ville, le droit à la vie urbaine devient un leitmotiv artistique. Donc, peut-être on peut avancer par rapport aux façades. Le territoire de la ville incarne une mémoire morcelée dont la sédimentation devient une modalité de production artistique qui s'oppose ainsi à toute forme de fixation, qu'elle soit historique ou à l'immobilisme colonial. Et la ville incarne un laboratoire de recherche à ciel ouvert où l'observation de pratiques populaires rurales, comme on voit ici notamment avec les façades de droguerie, qui sont soumises aux exigences économiques de l'industrialisation urbaine, donc comme on voit ici présenté dans ces façades, et qui fera également l'objet d'un article publié par Tony Marini dans le numéro 2 d'Intégral en 1972, et qui est la prochaine également diapositive où je vous ai juste rappelé voilà, la couverture du numéro. La ville symbolise également la production d'une nouvelle conception historique basée non pas sur la linéarité, mais sur le morcellement, le hasard de la dérive, la discontinuité, l'expérience de la ville comme une ville nomade. Cette vision s'incarne dans les œuvres plastiques, mais également dans les œuvres littéraires et notamment cinématographiques. Donc à ce titre, on peut parler également du film d'Ahmed Bouanani qui est présenté au MACAL 6 et 12, et qui s'incarne également... Oui. Pardon, j'ai pris position. Ouais. Ah oui, tu l'as pas présenté. Ok. Ouais, ok. Le film 6 et 12 de Ahmed Bouanani est montré dans l'exposition avec un extrait, voilà. Un extrait de 6 et 12. Ok, merci. Et donc, à ce titre, je voudrais juste citer en fait, un très beau texte de Denis Saboury où il parle de cette notion de dérive comme également une forme de création. Oui, qui est ici. Je risquais des approximations autour du style colonial comme variation d'une même expression architecturale voyageuse sur ces inclusions interprétatives en tant que palliatif à la reconnaissance de l'autre, ces réminiscences de l'ornementation qui célèbrent en apparat l'émotion conquérante. La mémoire de la ville, au fur et à mesure que nous pouvions remonter le cours du temps, se déployait dans la conversation en fragments rebelles, chaotiques. Chaque escale livrait une multitude de paysages instables, d'herbes et autres lieux, où l'ancrage anecdotique, au lieu de consolider la chaîne d'événements, ne faisait qu'amorcer des dérives supplémentaires. Ce qui est un petit peu, il me semble, également la pratique photographique de Méléhi au sein de la ville. Donc pour parler également un petit peu de du territoire rural, et de la dialectique dont je parlais en introduction, centralisation face à marginalisation.
le territoire rural est un élément constitutif de cette dialectique en ce qu'il propose un contrepoint au développement des villes industrielles. Et il constitue le lieu privilégié de la recherche. Donc Fatim Zahra, on a largement parlé. Donc voilà, cette photo nous fait un peu rire. Où on voit Mohamed Belaïli et Bert Flint en recherche de terrain. Beau gosse. Donc j'en parlais par rapport à la dérive comme stratégie de production du territoire, et elle est également mise en œuvre dans des voyages scolaires qui sont organisés au sein de l'école. Donc ces voyages sont organisés à la fois par Sheba, par Melehi, par Bert Flint également et par Tony Marini sur différents sites patrimoniaux à Fès, à Salé et également donc dans la région du Souss pour que les étudiants aient connaissance de ce nouveau corpus révélé par Bert Flint. Et ces voyages qui sont donc organisés entre 68 et 69 à la suite de ces découvertes, implique forcément une expérience de déplacement qui est différente. Dans les entretiens qu'on a pu faire sur le terrain, les élèves comme les professeurs reviennent tous sur la difficulté d'accéder au terrain, autrement que par la marche à pied, et qui demande donc un engagement un petit peu plus important du corps. On n'est plus dans la flânerie urbaine. Bert Flint revient également dans les entretiens qu'on a pu faire avec lui au musée, sur les conditions d'accès aux différents corpus qui sont difficiles et qui nécessitent en fait plusieurs jours de marche et donc vraiment un engagement très, très, très profond. Et cette stratégie du déplacement contribue en fait à créer une expérience forte de l'œuvre dans son contexte, où la compréhension de la valeur sociale de l'œuvre dans la communauté concrétise en fait les prémices d'une conscience sociale de l'œuvre. Et ça, on peut le voir dans le numéro 2 de Maghreb Art avec les textes de Bert Flint. Donc pour parler un petit peu plus précisément de cette question de l'art public et des expositions dans l'espace public, on va parler de... Oui, on peut avancer, pardon. On va parler donc de cette exposition dont tu as parlé aussi un petit peu, Maura, tout à l'heure, de Jama Efna en 1969. Et donc cette stratégie artistique d'appropriation du territoire urbain par la dérive, elles rendent compte également du mouvement qui est très présent dans ces expositions, que ce soit celle organisée à Jama Efna, comme celle organisée place du 16 novembre à Casablanca. Le mouvement, il contribue à la fois à déterritorialiser et en même temps reterritorialiser au sein de la ville de nouveaux espaces et d'en faire ainsi le territoire des expressions, la possibilité d'agencement de ces expressions et également de leur harmonisation. Ces expositions à Marrakech et à Casablanca sont pensées de manière à être vues, en tout cas particulièrement celle de Marrakech, elle est pensée de telle manière à être vue à distance. Il y a, là, on ne le voit pas ici, mais en fait, il y a des barrières de sécurité qui impliquent ou en tout cas qui empêchent une trop grande proximité avec les œuvres. Mais il y a également la volonté de se fondre dans le territoire, où l'exposition demande à être vue dans le mouvement de la vie quotidienne. Je cite ici un passage du manifeste. « Personne n'a servi d'intermédiaire entre nous et les gens, qui sont venus par centaines voir de près nos travaux ou qui les ont regardés de loin, des autobus, des boutiques, en allant ou revenant de leur travail. » Donc là, on voit bien en fait l'importance également du mouvement comme mode de réception de l'œuvre. Le spectateur devient alors, d'une certaine manière, le hors-champ du tableau. On est passé à une vue on était à Jama Efna, Marrakech, et là on est passé à Casablanca. Les deux expositions se sont déroulées à 2 semaines d'écart. Oui, absolument. Donc le spectateur, on voit comment est-ce que par cette espèce en tout cas une modalité de réception du hors-champ, complète le langage de l'œuvre en l'intégrant à son quotidien et en prolongeant l'œuvre dans l'espace public. Donc ici, ce qu'on voit, en fait, c'est un film inachevé qui a été réalisé par Mohamed Abazi et Donna Wolf en 1969 et qui s'appelle The Breadwinner. Et donc cette terminologie du hors-champ, je l'ai utilisée justement en référence au vocabulaire cinématographique, évidemment, et où en fait, dans ce film, on suit le spectateur, où le spectateur suit les déambulations d'un homme dans la ville, et on en aperçoit en fait pratiquement par hasard les œuvres de l'exposition,
au même titre qu'on aperçoit les enseignes des magasins et des restaurants. Peut-être qu'on peut avancer à la prochaine diapositive. Oui, effectivement, c'est d'autant plus intéressant qu'on parle d'un film qui n'était pas fait pour documenter cette exposition, ouais. mais qui l'a documenté de fait. Parce que le film se tournait au moment où avait lieu l'exposition. Et par cette même stratégie en fait, de dérive et de mouvement et de déambulation, pratiquement du hasard de la planerie. Là, une image noire et blanc, toujours de présence plastique à Casablanca. Oui. Et là où on voit en fait comment est-ce que également les œuvres exposées dans l'espace public cohabitent en fait avec d'autres informations syntaxiques et sémantiques comme les enseignes des restaurants. Et donc sans barrière à Casablanca. Oui, absolument. Il n'y avait plus les barrières qu'on voyait à Jamaïfna. Oui, tout à fait. Donc ce projet d'exposition, on peut aussi le questionner en fait comme un projet de société à part entière et du coup questionner ceci. Notamment le projet, l'exposition Présence plastique à Marrakech, il s'adresse à de nouvelles catégories du public. Ces catégories sont notamment convoquées dans le manifeste de Jamaïfna. On veut, donc là je cite, s'adresser à un public varié. On veut s'adresser également à l'homme de la rue. Donc je cite le manifeste, avec cette confrontation, nous avons voulu non seulement nous présenter directement et sans formalité à un public varié, mais aussi remettre en question les préjugés de type académique qui, d'une manière ou d'une autre, sont arrivés à influencer la façon de regarder l'homme de la rue. Une autre également, enfin en tout cas le dernier événement organisé dans ce cycle, c'est l'exposition organisée dans les lycées, dans le lycée Fatim Zahra et Mohamed V en 1971. C'est la prochaine image. Enfin, en tout cas, ça c'est un commentaire également. Et là, oui, c'est ça, pardon. Ce sont les commentaires, en fait. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que, dans cet article, Présence plastique dans les lycées, donc numéro 1 d'intégrale en 1971, comment est-ce qu'en fait le public se définit par lui-même. Donc on voit de différentes manières comment est-ce que ces lycéens appréhendent en fait leur relation à l'art. Donc vous pouvez les lire également par vous-même. Donc cette manifestation nous a permis de corriger notre perception. Je suis en classe de terminale et je ne sais pas voir une peinture. J'ai 20 ans et je n'ai jamais été devant une toile de peinture, peut-être parce que je ne peux pas entrer dans le salon des grands hôtels. Je n'ai rien compris à cette peinture. Je ne suis pas formée pour apprécier cette peinture. Je sais que vous nous considérez comme des ignorants en art. Pardon. Donc on voit... Ouais. Oui, c'est assez... Donc ce projet de société, on voit qu'un des axes effectivement fondamental, c'est la notion d'éducation au regard et également de créer une culture visuelle en fait. D'une certaine manière, envahir le quotidien. Oui, pardon. Où donc en fait ces expositions vont participer à la création d'un nouvel imaginaire en forme de réforme utopique qui doit produire un effet sur le spectateur, qui doit produire un effet sur ces lycéens et créer donc des visions de cette nouvelle société. Ça c'est très visible notamment dans le cinéma. La création d'un nouveau langage convoque également fortement le vernaculaire, afin d'œuvrer à la construction d'une langue commune, par opposition donc au système dominant de partage du savoir. Notamment, je voudrais encore à nouveau citer en fait un passage de Nissa Bouri, où il parle de ça très bien, et il explique en fait comment est-ce que l'éducation visuelle passe par la présence de la culture populaire dans la ville, et dont la ville serait d'une certaine manière le catalyseur. Il parle notamment d'une éclipse lunaire qui devient l'objet, en fait, à Casablanca, d'une série de reproductions qui sont vendues et distribuées dans la ville à prix modique. Et il décrit, de fait, une dictée des images qui ne se formulait chaque fois qu'à partir d'une figure centrale unique, reconnaissable à distance, qui accaparait entièrement la surface brillante de la Lune, d'une façon presque autonome et comme figée au milieu d'une perspective errante. Donc en parallèle, je trouvais ça intéressant, en parallèle en fait aux expositions publiques et également aux images qu'on retrouve en fait dans la rue. C'est super intéressant parce qu'à l'époque même, il y avait ce mythe de... À l'époque même, après l'indépendance, on voyait le visage du roi Mohamed V dans la Lune. Donc c'est très intéressant de remplacer aussi toute une iconographie populaire par une nouvelle
par une nouvelle imagerie. Ouais, tout à fait. Qui est aussi, il me semble, je pense, l'image inaugurale d'un film de Moment Me, où on voit le portrait dans la Lune. Oh, oui. Donc, Parce que je me souviens qu'une fois, quelqu'un m'avait parlé d'un tableau de Farid Belkaya, un tableau de jeunesse avec le roi dans la Lune. Donc maintenant, je comprends. Ok. Bien. Donc, Mais le roi est-il vraiment dans la Lune? Peut-être en question. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce projet d'exposition dans la rue, de présence plastique, intervient en fait également d'autres formes d'appropriation de ces territoires, et également d'autres formes d'exposition qui vont passer en fait par la remise en question justement de ce modèle, et également la remise en question du tableau, dont l'efficacité en fait est contestée en tant que vecteur d'une réforme sociale, au profit de formes dont la légitimité repose sur leur action au sein de la société. Donc pour ça, il y a une citation assez éclairante de Mohamed Melehi en 1973 qui dit « Je me trouve alors entre deux mouvements qui vont dans le sens même de mon évolution et de mes recherches, sortir du cadre de la toile. Et cela ne signifie pas pour moi seulement peindre des grandes surfaces architecturales. » Là, il fait référence notamment aux 2 fresques qu'il a peintes à Paris, en banlieue parisienne, mais aussi intervenir dans d'autres domaines, tels que les arts graphiques et publicitaires. En 1969, j'avais fait partie du groupe d'artistes qui avait eu l'idée et l'initiative d'organiser des expositions dans des endroits publics à l'air libre. Il parle donc de présence plastique. À la suite de cette expérience, je m'étais rendu compte que les tableaux étaient malgré tout hors place, impuissants, anachroniques, car ils n'avaient pas été conçus pour la rue. Donc ça, un entretien qui a été paru en 1973. Cependant, l'implication, et on l'a vu au tout début de ma présentation, l'implication des artistes au champ de l'urbanisme, de l'architecture, du design, du graphique, n'est pas conditionnée par la remise en question des expositions de 69 et 71, mais elle est consubstantielle des expérimentations de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, ainsi que des trajectoires artistiques individuelles de ces artistes-là. Donc pour ça, je terminerai en citant quelques exemples. On peut parler donc du Studio 400 qui a été créé par Mohamed Cheba au milieu des années 60. Là, j'ai pas la date exacte. Qui travaille donc, qui implique en fait également des étudiants de l'école des Beaux-Arts de Casablanca dans son atelier en tant qu'assistant. Donc Ali Nouri va notamment travailler avec lui. Ali Nouri qui faisait en fait plutôt partie de l'atelier de Melehi, et Abdallah Hariri qu'on voit sur cette photo à gauche, qui est un studio donc, qui propose, qui œuvre en tout cas dans le domaine de l'urbanisme et également de l'aménagement d'intérieur. Enfin, une autre rencontre qui est également importante de mentionner, c'est celle en 1967 de Melehi, Cheba et Patrice de Mazières, qui ouvre la voie à une série de commandes artistiques spécialement conçues pour l'aménagement d'hôtels, principalement, mais également d'universités, d'usines, de sièges de banques. Donc on en voit ici un exemple qui est un plafond peint par Mohamed Melehi et qui fait notamment, qui est également un très bel exemple en fait de transfert culturel par rapport à ces pratiques découvertes pratiquement au même moment en fait, et sur un site pas très éloigné, puisque ici on est à Kelet Mgouna, donc également dans la région du Souss, enfin en tout cas on est dans le sud du Maroc, dans la vallée du Drap. Cette même rencontre en 1967, elle va donner également lieu à la création de la charte graphique de la galerie L'Atelier en 1971, qui a été développée par Melehi. Donc là, on peut voir un exemple d'une conception graphique de Melehi à l'occasion de son exposition personnelle, où il va y montrer des peintures et des sérigraphies. En 1971, donc. Et par la suite, cette charte graphique va être également développée et prise en charge, en fait, par également des anciens étudiants de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, notamment Hariri et Hossein Miloudi. On peut citer également le studio de graphisme, la maison d'édition Chouf. Et également, ce qui est intéressant en fait, dans l'entretien de Mohamed Melehi, c'est en fait comment est-ce que le modèle de fresque va également s'imposer et va devenir le modèle privilégié en tant qu'art public en fait. Donc pour ça, on peut penser notamment au Festival du Moussem d'Assila en 1978, dont on va voir
une très belle image, je trouve, donc de Houssen Miloudi, Homme Houssem Dassila. Et on peut penser également aux fresques de l'hôpital psychiatrique de Bereshid en 1981, donc un peu plus tard, et sous une forme différente, puisque ce sera sous la forme associative. Mais c'est intéressant en fait de voir également une sorte de chronologie de ces pratiques de l'art public. Voilà. Merci beaucoup à nos 2 intervenantes. J'espère que au moins ça vous aura un petit peu invité dans cette entreprise de comment ce livre est en train de se monter, comment les questions d'archives, les questions historiques, les questions anthropologiques, les questions esthétiques se mêlent, mais à travers des sites en particulier. C'est vraiment une analyse aussi des lieux. Vous avez vu toute cette notion de transfert culturel dont a parlé Fatima Zahra, qui sont des transferts culturels iconographiques, mais quand le plafond peint passe du plafond d'une mosquée populaire au plafond d'un hôtel, sous une nouvelle forme bien sûr, il y a aussi des transferts purement topologiques, et puis ces phénomènes de dérive et de réappropriation et de flânerie productive ou de nomadisme entre guillemets qu'a évoqué Maud. Je vous suis vraiment très très reconnaissant parce que j'étais particulièrement touché par la finesse et la profondeur de vos arguments et la richesse de votre réflexion. Juan, est-ce que tu voudrais une petite réaction avant qu'on projette le film? Est-ce que on projette le film. Donc, pour introduire rapidement, nous avons la chance de pouvoir regarder ensemble un film qui est un documentaire sur Mohamed Melehi et qui n'est pas que un documentaire sur l'artiste, mais aussi un documentaire sur ses sources. Donc c'est notamment là qu'au cours de ce documentaire, on va avoir la chance de revoir notamment les plafonds peints en couleur, notamment vers la fin du film. Je vous précise simplement donc, que ce film a été produit dans le cadre de l'exposition personnelle de Mohamed Melehi au Bronx Museum of Arts, à New York en 1984. Exposition qui était présentée comme la première exposition d'un artiste d'Afrique du Nord aux États-Unis à l'époque. Et donc c'est un film qui a été produit dans le cadre de l'exposition de Melehi au musée du Bronx, un film produit par le musée du Bronx et réalisé par un vidéaste et artiste new-yorkais de l'époque qui s'appelle Sholem. Donc on va lancer le film et qui dure 25 minutes. Et puis à l'issue de cette projection, on pourra avec Juan lancer une discussion avec vous pour quelques questions. Merci beaucoup. Voilà, on va tout éteindre. Western society, and particularly its artists, has always had a fascination with the East, or as it was called in the 19th century, the Orient. From the Odalisque Bang to the tiger and lion hunting scenes of Delacroix from the past century, to the investigations of light and color by Klee and Matisse in this century, the Middle East, and particularly North Africa, have been sources of inspiration and revelation for many Western artists. It is with great pleasure and excitement that the Bronx Museum introduces to a Western and American audience the art of a native North African, specifically Moroccan painter, Mohamed Melehi. I am particularly doubly blessed because I have had the opportunity to work with Melehi and also to travel with him along with a film crew to his native Morocco to study his painting and to gain a greater understanding of his painting in a wider context of both Moroccan and Islamic art and culture. Melehi has devoted a good part of his life to what he calls integrated art. That is art which has a specific function and
resides within a specific context. For example, he is involved with the decoration, both ceiling and wall decorations of public spaces such as banks, post offices, and also the living rooms of private patrons. This practice and this concept has a rich tradition in the Moroccan and Islamic culture, and as we'll see, we will travel to beautiful small mosques situated in the mountains. We will travel to near Saharan territories where we will investigate vernacular architecture as well as vernacular design. And we will also travel to the big city and investigate both historically and contemporary examples of official architecture and official decoration. But there is another aspect to Malehi, and that is Malehi the painter. Painting, as we understand it in the West here, as a portable object that can be moved from one position to another. The images in Malehi's paintings are rich and varied. One recurring motif, though, is the wave. It appears in his commissions, both private and public, and also in his private paintings. The wave, as we understand it, as we see it in different manifestations, carries with it a rich symbolic and natural connotations. But it is even richer in the context of Islamic art, for it has a history which goes back for many centuries and carries with it an import, an excitement, and a mysticism which is conveyed to its audience in this present-day situation by Malehi. We also see in Malehi's most recent work many references to the astrological signs, the moon, the crescent, the stars. So in a way, whereas painting has traditionally been, at least in the 19th century, a picture to the world, Malehi's most recent works are a picture to the mind and to the imagination. I think that the work of Mohammed Melehi takes on more significance and meaning if it's looked upon within the broader social cultural context, and not only of Morocco, but I think of a phenomenon that is going through, one can observe throughout the Third World. Historically, art has always been interiorized. It has been part of the daily life of everybody. Art was present in the buildings, in the houses, in the utensils, all around people. But with time, this has evolved, and we found a situation where art has become exteriorized. I think whereas people used to live with art, they started living up to art, and art became a set of criteria, both aesthetic and otherwise, that completely transformed the meaning of art. This happened, of course, first in the Western society, but gradually with the independence of third world countries, the same phenomenon began to happen. And one must say that there was almost a rupture, a disruption between the traditional role of art and this new function. And this is where people like Melehi come in, because they first went through a period where they had to get up to certain standards in terms of both the techniques and of even the content of their work. But gradually, they started not going backward, but trying to see to what extent their work really could fit with the way of life. Another aspect, I think, of Melehi's work, and probably where he's been most successful, even if this may upset him as an artist, I think he's been most successful as a pedagogue in art. In other words, he's inspired a whole set of young artists coming up in Morocco. And although our first school of artists considered it below their artistic dignity to do, for instance, quote-unquote commercial work, to do designs for hotels, to do paintings for administrative buildings, to go into design, even industrial design, Melehi had the courage, while keeping his standards, his aesthetic standards, to go into this area, and his forms became known throughout the country and even outside the country. And thereby what he has really done is that he has revalorized, he has given a new value to the profession
stand to be judged on two levels. One, as an artist per se, that is in terms of the aesthetics of his work, the techniques, the colors, the way his work has evolved, but also as a professional in the sense of a designer, but a designer with great artistic talent. It took me a little time to find the key to understanding Millet. I think it's a key to understand him both as a person and to understand his work. And this may appear surprising, but that key is in one word: it's humor. As all people who are very sensitive, who are creative, there is always a great lag between the intensity of the creation that is going on the one hand and the capacity to express it in words. In other words, what is going on inside the stomach, what is going inside the whole body of the person in his brain when he's creating is so intensive that the capacity to express it in words or to communicate with somebody else is not as fast, and therefore there is a lag. Precisely because he has this lag, there is a shortcut that he has, and there is a very, very, very deep sense of humor. You see, I've been pushing this moral attitude to the extreme, is to align myself on the traditional artisan. And even the location of my workshop studio is in a very popular neighborhood in Casablanca, as you may see here in the picture. I work with the radio on and the people passing in front of my studio. Sometimes they come in and they ask if we varnish tables or ustensiles. I say, no, this is a studio, that's all. And they ask how much these paintings cost, what they are good for. And this relationship with the population and my work is very important to me. I've been demystifying the brush stroke, the proportion, the measurements that the painter used to do before working or while working in his canvas. I reduced my action to simple, very simple technique. In other words, I go straight to the canvas or to the panel, drawing the shape of the composition. Most of the time it's spontaneous, but it's always contained in a certain idea and in a certain structure or geography of the painting. This brought me to employ assistants, like the one is working with me, Abdul Qadir Al-Araj, and also that the technique itself would contribute in the making of the painting. It's not 100% my work, I mean my personal work. It's a work of collaboration. It's very simple. As you see, I draw the image, and then I use paper, I mean very cheap paper, to cover areas which I don't want to paint. Now, this is a forced procedure because I use the spray. And when you spray a part in the painting, you have to cover what the other parts so you don't go on again with the color. So we cover, and we have to use a sort of adhesive material
so we can wash easily. But in spite of this cold, if you want, cold procedure, I still look for poetical expression in the work. Colors are very flat, very frank, and this is to be in the spirit of the Moroccan palette, because we in Morocco we use the colors very straight, very frankly done. No half tones, what they call the demi-tone. The colors sometimes, and most of the time, comes straight from the can. By the way, I use industrial colors, I mean car paint colors. My purpose is to get to the atmosphere in the painting. The material has no importance like it's in the oil painting, where you count on the texture, on the brush stroke, and all the cuisine. You know, you can work in the canvas. In my work, there is no cuisine. I've been observing the Moroccan artisans working, and they don't make too much fuss about their techniques and works, but they have something in mind. I mean, something that holds all this business of creating art is a certain mystical feeling. The philosophy behind that, I have to say it in Arabic. We say Al-Kamalu Lillah. It's only God who is perfect, who can do perfect things. But when you work, when the artisan works and produces production, he in his undermind, he tries to approach God being more and more excellent in his work, but he never pretends to be so perfect. First, people to be open to this new form of art. Some architects, particularly two architects with whom I worked, Farawi and Demazier from Rabat, and we happen to have the same feelings, is to do and create a modern architecture or an art without losing the contact with the traditional morality of Moroccan art. And these two architects, for instance, they built a hotel in Marrakesh, Hotel des Almoravides, where I've done the first integrated work in ceramics. My work is mainly flat, and this goes with the spirit of Islamic art, where the depth, the perspective, I mean the depth is kept in the mind, and the eyes has to transfer the image, the flat image, to the mind and look for a possible perspective. Here is the difference between Islamic art and Occidental art, especially the Renaissance.
these mosques in the southern part of the country, in Morocco, mainly in the high Atlas Mountains, the Taroudant area, isolation of these parts has played the role of conservation or has played a role of preservation of these sites. These painted ceilings in modest and humble mosques were kept out of reach of the new modern invasion. As you may observe, the architecture is very simple, made of adobe, mud, and the ceilings were painted as to symbolize maybe a certain devotion to the cult place. Fortunately, these places are still kept, not because of interest, they are kept in the spirit of being forgotten. The particular thing about these paintings struck my eye because they are familiar to me, because my way of painting, my discourse of painting is very close to these ceilings, and I've never seen them before. So when we saw them the first time, I felt concerned about this work. Maybe another painter wouldn't give any importance to this realization and would consider them like any decorative work. But the important thing about this sort of writing, in the absence of reading and fluently speaking language, these ceilings are pieces of literature. You can say from the diversity and the richness of the patterns and forms, and sometimes they speak to you, and they are, I would say, inspired from nature, because these artists live in a complete natural atmosphere without any contact with the modern or official civilization in the urban areas. And this is the big merit of these works, and certain wisdom and the convergence between this expression and what we might find in modern art today. So we meet here again the mystical feeling, and sometimes you would read a small sentence devoted to the worship of God. Well, let's go back to Asila. Asila is my hometown where I was born 48 years ago. And as you may see, the topography of this little town on the Atlantic shore has a very simple architecture, which sometimes it reminds me of the paintings of Nicolas de Stael and also Ellsworth Kelly of the geometric volumes and space. This is the environment where I spent my childhood. Narrow streets and this particular cemetery on the sea, and we live just close to it. And for my studies, I had to leave this place, and after many years, I'm back. And every year in August, we organize a sort of festival. We call it Musen, and artists gather from all over the world to practice their art. Now, this makes part of this preoccupation of bringing art closer to the people and operating a sort of a demystification of culture itself. And if you happen to have an idea, you try it at your home first. And to me, Asila is a good field and a platform where I can put sometimes in practice my ideas.
Oui. Excusez-moi, simplement, j'avais oublié de prévenir que le film n'était pas sous-titré, donc je m'en excuse, mais je crois que les protagonistes du film parlent assez lentement, et aussi la qualité du film, parce que c'est une vieille copie analogique que nous avons dû transférer un petit peu à l'arrache en numérique. Voilà. Alors, beaucoup de choses. Je vais donner un micro à la salle pour établir une forme de dialogue. Je voudrais aussi, moi, pouvoir poser des questions, mais je voudrais aussi d'abord vous laisser toi-même, ou si vous voulez déjà prendre une parole. Je peux déjà y aller. Alors, d'accord, c'est une question boutade, mais tu as créé dans cette salle le musée afro-berbère, en reprenant cette catégorie afro-berbère pour parler aussi de cette période et de Mohamed Melehi. Et en revoyant ce film, moi, ce qui me plaît beaucoup, et cette fois-ci, ça m'a encore plus marqué, c'est comment lui, il se retranche dans l'islam et dans une dimension très liée à certains aspects qui en plus sont pas du tout arbitraires, puisqu'après effectivement quand la caméra se régale de la calligraphie de la madrasa de Marrakech, du coup on se sent déstabilisé parce qu'effectivement il y a quelque chose, mais aussi plus tard dans ces mosquées, parce que faut bien rappeler que c'est des mosquées, c'est encore aussi ces éléments-là. Mais il y a le Melehi, je crois que je fais partie de tout le monde. Non, il y a le Melehi gauchiste, il y a le Melehi marxiste de souffle, puis il y a le Melehi Bauhaus. Donc en fait, on veut mettre des catégories à Melehi, toutes sont vraies, et en même temps, tout se superpose, et en même temps, il va toujours un peu plus loin. Non, la vague, c'est aussi toujours un peu se faufiler, et toujours un peu plus loin, parce qu'en plus, comme il se porte bien de santé, il est toujours en train de nous surprendre. Là, on pourrait aussi parler du Melehi érotique, etc., etc., etc. Non, voilà, tu veux réagir peut-être à ça? Non, merci beaucoup, Juan. C'est une remarque très utile qui n'appelle pas vraiment de réponse, parce que j'aime t'entendre justement parler de ces différentes facettes. Et d'une certaine manière, le film en lui-même est assez très talentueux. Enfin, on sent que c'est un vidéo artiste, puisque Shalom Gorvitz a des œuvres dans la collection du MoMA et d'autres musées. C'est un vidéo artiste des années 70-80. Et d'une certaine manière, il a su, en 25 minutes, brosser pas mal des facettes que tu as décrites. Donc, non, je suis absolument d'accord avec toi. Et puis, je me souviens d'une conversation qu'on avait ensemble aussi avec toi. On disait que dans la trajectoire de Melehi, il était toujours au bon endroit, au bon moment, mais sans jamais rester trop longtemps. Donc, au bon endroit, au bon moment, mais la dérive immédiate. Donc, absolument, ouais. Juste peut-être par rapport au système ornemental des arts de l'islam, dans la pensée de Melehi, ce qui l'intéressait le plus, en fait, c'était vraiment cette histoire d'art intégré. Donc oui, mon micro est éteint et je parlais comme si... Ouais. Allô. Bon, ok, je vais parler plus fort. Plus près, plus fort. Non, ce que je disais, je rebondissais juste sur la remarque qu'avait faite Juan, à savoir que Melehi, dans son intervention, s'attardait beaucoup, bon, d'abord par son témoignage, mais aussi image à l'appui, s'intéressait beaucoup aux arts islamiques et au système ornemental propre justement aux mosquées particulièrement. Et je disais juste que chez Melehi, par rapport aux mosquées notamment, ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'intégration des arts. L'art rural, l'intégration, ouais, l'œuvre intégrée, c'est ça. Je prononce mal, ouais. Ok, donc oui, c'est ça. Et dans l'art rural, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir découvert ces plafonds, il faut dire que Maghreb Art numéro 3 s'est arrêté en 69. Bert Flint avait quitté l'école en 67 aussi. Ils sont revenus sur les traces de ces plafonds parce qu'il y avait encore la volonté d'archiver, de voir si c'était encore en bon état de conservation, etc. Mais l'argument clé et massu de l'existence d'une tradition picturale avait été trouvé. Et c'est comme si finalement, après, il y avait une forme de désintéressement, ou en tout cas un pas était franchi et finalement il était déjà ailleurs. Et c'est d'autant plus intéressant de voir que ce n'est que dans les années 80, et l'exposition de Morad le montre très bien, qu'il y a véritablement cette synthèse justement, parce qu'on se pose souvent la question à savoir où est cette citation aux arts traditionnels, aux ruraux dans le travail de Melehi, quand on la voit de manière plus prégnante peut-être chez Abel Karia ou parfois chez Shba, parce qu'il y a ces travaux graphiques aussi sur la calligraphie. Chez Melehi, c'est
effectivement un peu plus fuyant, un petit peu plus fuyant. Mais peut-être aussi parce que sa réflexion est plus conceptuelle. Et il disait, il y avait beaucoup le mot de morale qui revenait dans le film, auquel je n'avais pas prêté attention lors de mon visionnement au préalable. Donc il y a aussi cette éthique, cette morale. Donc, ouais. C'est notre posture, en fait. Voilà, c'était pas... Je vais peut-être passer la parole de la salle quand on... Si quelqu'un veut prendre la parole, quelqu'un veut peut-être... Tu as posé la... Non, mais c'est juste pour continuer sur ça, et c'est une question en fait que je vous pose aussi. Et je me demandais si justement sur cette abstraction que l'on retrouve dans l'œuvre de Mohamed Melehi, si ce n'était pas finalement le but de partir finalement de ce substrat traditionnel pour arriver à une forme d'abstraction qui serait finalement l'universalisme qu'il recherchait. Je me questionne en fait, je me demande. Seul lui pourrait vraiment l'expliquer, mais en tout cas, Toni Marini a beaucoup réfléchi à cette question de l'abstraction. Et quand elle s'intéresse aux arts populaires, c'est pour essayer de trouver effectivement comment le signe dans la tradition s'extrait au contexte et voir comment dans les artistes de son époque, qui lui sont contemporains, notamment Melehi, sur lequel elle a beaucoup écrit par rapport à cette question de l'abstraction, de la cosmogonie dans son œuvre, etc., comment ils vont utiliser ce langage séminal qu'on retrouve d'abord dans les arts populaires, comment ils vont l'utiliser pour le mettre au service finalement d'un langage moderne à l'époque, en tout cas d'une modernité artistique, c'est ce dont ils se revendiquaient en tout cas. Mais elle est complexe, la question de l'abstraction. Je ne pourrais pas te répondre aujourd'hui, Yvon. Par rapport à cette question d'abstraction, même si c'est très, très brièvement, c'est justement d'autant plus intéressant de pouvoir voir l'exposition de Jacques Assema, parce que c'est un artiste qui, du coup, reste encore de manière très prégnante dans son langage de figuration, mais qui ne l'empêche pas du tout d'expérimenter. Et je trouve ça tellement intéressant, ces chronologies parallèles, et comment après la Deuxième Guerre mondiale, on parle de l'abstraction américaine, de l'abstraction française, mais au-delà, il y a plein de choses qui se passent en même temps, simultanément. Et bon, voilà, enfin, il y a un tourbillon comme ça. Oui, peut-être juste aussi, tout simplement énoncer le fait que ces artistes à cette époque, mais en réalité, comme dans d'autres pays arabes, travaillent sur la dissolution, en quelque sorte, l'effacement de la ligne figuratif abstrait. Hein, n'est-ce pas ? Donc jusqu'au point de révéler que cette fonctionnalité du figuratif et de l'abstrait vraiment relève de la tradition occidentale, et donc d'autant plus dissoudre ou de mêler ces deux notions ou ces deux dimensions au profit de quelque chose qui est du coup plus complexe à définir. Donc par exemple dans le cas de Melehi, des référents, voilà, mais des référents qui sont ni totalement figuratifs ni totalement abstraits. Voilà. Oui, on serait amené à plus parler de non-figuration que d'abstraction, clairement, dans son cas comme dans celui de Belkaya. Ouais. On vous apporte le je trouve le film absolument magnifique. Je trouve que c'est vraiment magnifique d'avoir présenté le film après les 3 interventions, parce que je trouve qu'il définit, il pose finalement tout ce que vous avez essayé d'élaborer en partageant sur les différentes époques, vraiment quelque chose de frais. C'est-à-dire, je trouve que Melehi, quand il parle, il n'a pas besoin de se justifier par rapport à un contexte culturel ou européen. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il en parle. Et ça, je trouve ça vraiment très fort, je veux dire, très puissant. Et le fait d'avoir mis en parallèle les plafonds peints donc à côté de Taroudante, moi, vraiment, me touche beaucoup. Et en même temps, je me disais, finalement, aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce que les artistes sont en train d'essayer de faire ? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un espèce d'aller-retour où finalement les choses quelque part se rejoignent finalement,
Même si on est... Enfin, moi, ça me fait penser à des interventions dans l'espace public. Bon, Plage Amnafna, il y a toujours ces tentatives d'essayer d'être dans la rencontre de l'espace public. Enfin, je veux dire, je trouve finalement qu'ils avaient touché, enfin là on parle de surfer, ils étaient en train de surfer sur quelque chose qui finalement est toujours là pour moi. Enfin, je veux dire, dans ce qui semble être le mouvement artistique, enfin, je veux dire, actuel en 2020. Et je trouve que lui, il en parle, et c'est magnifique d'avoir positionné le film comme ça à la fin de vos interventions, parce que je trouve que quelque part, c'est un peu comme un clin d'œil et une manière, en fait, finalement, comment dirais-je, comment pourrais-je le dire ? Moi, j'ai eu un sentiment déjà vu quand je l'entendais parler, et en même temps une grande fraîcheur, et je pensais, bon, avec Fatim Zahra, je pensais aux expériences de Moulay Bouchta, je pensais à Tirmert, je pensais finalement au 18, je pensais à Laïla, je pensais à tous ces foisonnements qui existent aujourd'hui, je pense à Mohamed aussi à Casablanca, avec ses laboratoires et ce qu'il essaie de faire dans l'espace public au niveau de Casablanca, mais avec son musée collectif. Et je me disais, finalement, voilà, il y a une généalogie, il y a quelque chose qui est en résonance et que je trouve vraiment... ouais, on est toujours dans cette fraîcheur-là, ici, je trouve, au Maroc. Enfin, voilà, moi, je suis touchée. Hein, et bon, bien sûr, il y a tout le contexte, mais... c'est comme en fait une spirale. On est vraiment dans quelque chose qui finalement semble pareil mais ne l'est pas. Et il y a un groove, quoi. Je trouve que il y a quelque chose qui essaie de se chercher, de se trouver, mais en même temps il y a finalement comme si le cercle, voilà, était un peu dans une rencontre avec ce qui se passait à cette époque-là. Enfin, moi, c'est pas du tout mon regard d'anthropologue. Hein. Je profite encore pour remercier Faten Safieddine qui a prêté des documentaires pour vous l'exposition, sans qui tout ça, et Tony Maraini qui a apporté plein de choses, Madame Jacolette qui a apporté plein de choses. Vous tous êtes venus, Janine d'avoir organisé tout ça, vous, le public d'être venu, et Monsieur Belflint encore une fois, c'est vraiment un honneur d'avoir pu compter avec votre présence. Et merci Amine de la régie et très bonne soirée. Merci.